Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. Je tiens juste avant de commencer à m'excuser pour ma tête, j'ai les yeux rouges, j'ai le nez rouge, mais je suis en crise d'allergie depuis ce matin. Je vais beaucoup éternuer dans la vidéo et je vais avoir les yeux qui pleurent, c'est normal. Mais il fallait absolument que je vous tourne une vidéo, donc on fait avec ce qu'on a. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de point lecture, je suis vraiment super contente d'en tourner un. Je vais vous présenter aujourd'hui 4 livres différents. En premier lieu, je vous présenterai le tome 1 de la saga Bodyguards de Laura S. Wilde chez Hugo. Le tome 1, c'est Lennon. Ensuite, un petit one-shot, encore une fois, de la romance. Love and Rehab de Jake Ronover chez Hugo Poche. Ensuite, encore de la romance avec Icebreaker, le tome 1 de Maple Hills de Anna Grace chez BMR. Et enfin, de la romance avec L'As de cœur, le tome 1 de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. On commence tout de suite avec Bodyguards, le tome 1 de Laura S. Wilde, donc le tome 1 c'est Lennon chez Hugo Roman, protéger, défendre, renoncer. Alors pour le contexte, ce livre je l'ai lu entre le mois de décembre, j'ai lu la moitié au mois de décembre et je l'ai fini au mois d'avril, donc comment dire qu'il y a eu 4 mois entre les deux parties du livre, ce qui fait que je pense que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, même si j'ai beaucoup aimé. Pour vous faire un petit résumé assez court, parce que du coup je ne me souviens pas exactement de tous les détails du début, on va suivre Lennon. Lennon, il fait partie de l'agence Westwood, donc une agence créée par sa famille de garde du corps, et après un accident sur le terrain, maintenant il n'accepte plus de mission. Il est là juste pour entraîner les nouvelles recrues. Sauf que il va être sollicité par son père, pour, donc son père qui est le directeur du truc, enfin de l'agence, pour protéger Dovi. Dovi est une étudiante brillante au MIT, je crois qu'elle a 21 ans, elle est en train de faire un doctorat. Elle a sauté des classes pendant toute sa vie, elle est passionnée, mais passionnée d'astronomie. Et en fait, elle est menacée par un mystérieux corbeau car son sujet de thèse pourrait tellement révolutionner l'astronomie qu'en fait elle est menacée parce que les gens n'ont pas envie qu'elle réussisse. En gros, si elle continue d'avancer dans sa thèse, elle va mourir. Pour être très très succinct. Et donc Lennon va se retrouver dans une maison qui a été louée pour l'occasion avec Dovi. Et l'attirance va commencer à naître entre eux, sauf que Lennon c'est toujours interdit de partager l'amour et le travail. Et voilà, et Dovi elle est un petit peu dans cet entre-deux de ouais mais il me veut pas, enfin voilà. Donc on va suivre les deux personnages dans cette espèce de conflit entre obligation professionnelle et l'amour. Et bien sûr Lennon est en couverture, donc il se fait passer pour un étudiant, comment dire, qui comprend pas grand chose à l'astronomie. Mais bon, j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, je pense que j'ai pas apprécié à sa juste valeur, malheureusement. Il y avait une playlist qui était vraiment cool à lire. Elle est pas hyper grande, mais elle était vraiment sympa. J'aime bien moi les livres à playlist parce que j'adore lire en musique, donc le fait qu'il y ait une playlist, ça aide un petit peu. C'est très très drôle parce que Dovi c'est vraiment la cliché de la nerd, mais c'est pas la nerd cliché un petit peu que les filles du lycée disent ah ah elle est trop moche machin. C'est une nerd mais elle est canonissime. Bon, après tous ses potes apparemment sont super canons. Donc c'est les clichés des nerds mais pas tout à fait. Elle adore Harry Potter, son chien s'appelle Voldemort, Voldy, il me fait mourir de rire ce clip. Pendant tout le livre il était à péter, je me suis pissée dessus avec Voldy. C'est un carlin je crois, mais en gros il est tout écrasé, il fait le bruit d'un tracteur, enfin très très drôle. La fin, il y a un léger cliffhanger, mais c'est pas sur ce tome. Enfin, c'est pour un cliffhanger pour continuer la série. Je vous en dis pas plus, mais en gros, c'est ce qui va introduire le tome 2. Voilà, donc en fait, on s'arrête un petit peu brusquement à la fin du tome 1, mais c'est pour amorcer le tome 2. Bon, en fait, je me suis pas noté grand chose parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a tellement longtemps. J'ai signé les 200 dernières pages il y a pas très longtemps, mais en fait, étant donné que j'avais commencé l'histoire, j'ai beaucoup aimé, mais c'est dommage que j'ai laissé trop de temps parce qu'en fait, je n'ai pas plus à vous donner sur mon avis. C'est un couple attachant, ils sont mimes. Ça sent que les deux craquent l'un pour l'autre, mais de manière profonde, enfin voilà. Mais je peux pas vous en dire plus en fait, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Donc voilà, je vous le conseille vivement, j'ai hâte de continuer la saga, mais ne laissez pas autant de temps dans la lecture de votre livre, parce que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pas d'avis plus précis que ça, parce que j'en ai des souvenirs que très très flous en fait, et c'est vraiment dommage. Ensuite, on va passer à Love and Rehab de Jake Ronover chez Hugo Poche. Il est le garçon à éviter et le seul qui l'attire.
Alors dans ce livre, on va suivre Afton. Elle vit dans une petite ville du Texas qui s'appelle Loveless. Afton, pas Ashton, Afton, elle a perdu sa maman assez jeune. Et il lui reste plus que son papa et une partie de sa famille parce que sa maman est morte à cause de l'addiction à la drogue. Donc Afton, elle voit ça d'un très mauvais oeil parce que cette addiction de merde lui a pris déjà un proche. Quand elle est au lycée, elle va se rendre compte que l'espèce de populaire qui s'appelle Cable McCaffrey, c'est ce gosse de riche populaire, ses parents possèdent 99% de la ville, et bien sûr tout le monde travaille chez ses parents, et ce jeune gosse de riche, c'est le plus populaire, mais c'est assez creux, globalement les gens lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Sauf que Afton, c'est la seule à remarquer qu'il est en train de sombrer petit à petit dans la drogue. Elle reconnaît les signes annonciateurs, elle les a vécus avec sa mère, et un jour, elle sait pas pourquoi, elle décide d'aller le voir et lui dire écoute, moi je l'ai vécu, je peux te proposer mon aide. Lui, il sait pas d'où elle sort, il s'en tape totalement, elle abandonne. Elle se dit pourquoi j'ai fait ça, c'est vraiment un gros con. Elle veut plus l'aider. Mais elle réussit par le biais de son père qui travaille pour la mère de Cable à lui envoyer un message à sa mère, pardon, pour lui dire écoutez, votre fils va très mal. C'est le prologue, c'est que ça le prologue. On se retrouve 2 ans plus tard. Il y a eu ce qu'ils appellent un incident. On sait pas ce que c'est, donc j'ai pas envie de vous spoiler, on le sait qu'à la fin, enfin vers le milieu du roman on va dire. Et l'incident a bouleversé la vie de Cable, il a fait de la prison. Et maintenant s'il veut pas retourner en prison, il doit être sobre. Et pour ça, il a besoin de ce qu'on appelle un espèce de... Je sais plus quoi, je crois que c'est un gardien de sobriété, un truc comme ça, je sais plus comment il l'appelle dans le roman. Bien sûr, Afton, elle connaît ce concept, mais elle dit il faut être riche pour ça. Sauf que la mère de Cable va débarquer là où taffe Afton. Afton a eu son diplôme de fin d'année, l'année prochaine elle est à la fac, et donc elle est dans son job d'été. Sa mère débarque et lui dit écoute, tu es la seule à t'être souciée de mon fils, c'est grâce à toi que j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose de pas bien. Tu seras son... je te paye pendant 90 jours. Vous allez aller dans la villa de son père sur la côte et tu vas l'aider à faire en sorte qu'il soit sobre. Et en fait, le truc, quand vous sortez de prison et que vous devez être sobre, c'est qu'à n'importe quelle heure, l'agent de probation peut appeler, peut dire va faire un test, et si tu es négatif, tu repars en prison. C'est aléatoire, on te prévient pas à l'avance, c'est dans 1 heure, il faut être là. Voilà. Donc, Afton, elle va se retrouver là un petit peu par contrainte, parce qu'en fait, sa mère, même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, va menacer de virer son père, tout simplement. Et Afton, elle se dit mais mon père a tout donné pour moi, donc je suis obligée d'aller là, et je vais gagner de l'argent, et comme ça ma vie sera beaucoup plus confortable, parce que elle veut faire de la psycho pour comprendre notamment comment sa mère a pu en arriver là et aider les gens qui le vivent, ou qui le vivent par procuration, on va dire. Et son université coûte un rein et demi, et ça, la mère de Cable le sait, et du coup lui propose une offre qu'elle ne peut pas refuser. Et donc ils vont passer 3 mois, tous les deux, donc c'est une proximité forcée, un enemy to lovers. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est que des fois l'héroïne est légèrement bête. C'est-à-dire qu'elle est entêtée. J'adore les nanas qui ont du caractère, qui se laissent pas faire. Après, celles qui se laissent faire, enfin laissent faire. Les plus timides, les plus, voilà, je suis détendue, machin, c'est bien aussi. On n'en voit pas souvent, c'est sympa. Mais là, elle est entêtée, j'aime ça. Sauf que des fois, elle est juste bête. Elle veut pas entendre les choses, ça peut se comprendre, bien évidemment, mais il y a des fois où en fait elle a eu du mal à se sortir de certaines situations juste parce que elle veut avoir raison et qu'elle est entêtée dans son truc et non j'ai raison parce que je sais, j'ai vécu. Ça m'a un petit peu dérangée, après ça allait mieux, c'était vraiment le début quand on apprenait à connaître nos deux personnages. Et à contrario, Cable m'a pas tant dérangé que ça parce que c'est tellement le cliché du bad boy, je m'en fous de tout. En fait, on découvre que pas réellement, mais voilà, il m'a moins dérangé qu'elle. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus calme et posée, et en fait, pas du tout. Mais bon, c'était pas non plus hyper dérangeant. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un espèce de huis clos, en fait, il y a très très peu de personnages secondaires. On a la mère de Cable, le père de Afton, la meilleure amie d'Afton, et ça s'arrête là. Et le psy de Cable aussi, voilà. On a très très peu de personnages secondaires et c'est agréable à lire du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et on se souvient des prénoms quoi, parce qu'on sait qui est qui. Et voilà, c'est super agréable à lire, moi j'ai beaucoup aimé cette espèce de huis clos, tout ça, tout ça. En plus ça aborde des sujets de société vraiment très intéressants comme la santé mentale en général, les addictions, la drogue, la reconstruction après un accident, après un deuil. Donc voilà, c'est vraiment un superbe roman. Voilà, mais on parle aussi de reconstruction. Et je sais qu'il y a certains points où je me suis reconnue à certaines étapes de ma vie. Voilà, il y a des choses qui peuvent parler, que ce soit pour la drogue ou pour
plein d'autres choses bien évidemment, mais voilà, le topo de la reconstruction, de la confiance en soi, voilà, c'était vraiment super intéressant. Il y a pas mal de scènes de fesses, je tiens à vous le signaler, mais je vous conseille de les lire parce que elles sont pleines de dialogues super profonds entre les deux personnages, et ça nous permet aussi de comprendre qui sont ces personnages. Donc je vous conseille de lire au moins les dialogues. Je vous demande pas de lire des descriptions où ils disent oh là là, j'attrape son machin, machin, machin. On s'en fout. Ça c'est nul. Si vous aimez, vous aimez. Moi je sais que je l'ai sauté. Mais lire les dialogues, c'est les moments où en fait les personnages vont le plus. C'est le moment où les personnages vont le plus se dévoiler. Et donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là parce que du coup on en apprend aussi sur la psychologie, les sentiments des personnages en même temps parce qu'en fait on suit, c'est sur point de vue alterné, comme la plupart des romances que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais du coup voilà, ça nous permet de suivre la psychologie des personnages, entre autres. Donc moi c'est une lecture que je vous conseille, que ce soit pour l'histoire d'amour qui est trop mignonne, vraiment elle est adorable, et le fait que ce soit en huis clos, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Et ou que ce soit pour les questions qui sont abordées à l'intérieur, qui sont super intéressantes à lire et à voir comment elles sont développées parce que c'est super bien fait, j'ai adoré ce livre. Ensuite, j'ai le nez qui pique. On va passer à Icebreaker, le tome 1 de Maple Hills de Anna Grace chez BMR. J'adore la couve, je la trouve trop mignonne. On va suivre Anastasia qui est patineuse artistique et qui veut réaliser son rêve, c'est-à-dire intégrer la team USA, c'est-à-dire la team qui part, enfin l'équipe qui va aux Jeux Olympiques d'hiver en patinage artistique. Une petite patineuse. Et pour ça, elle est prête à tout, elle est control freak, c'est-à-dire qu'elle va même jusqu'à contrôler à quelle heure elle mange, à quelle heure elle va se coucher, elle a un régime alimentaire super strict. Elle vit en coloc avec ses deux meilleurs potes, Aaron et Lola. Et voilà, sa vie est réglée au millimètre près, elle a un plan cul qui s'appelle Ryan, ils veulent pas de sérieux, elle le conseille même à aller vers une autre meuf, enfin voilà. Il y a une relation un petit peu bizarre à comprendre, j'avoue que j'ai eu du mal au début, après j'ai... Et puis après j'ai compris la relation qui liait Ryan et Anna, parce que je me suis dit, j'aime pas quand en fait les romances brisent un couple. Je trouve ça con. Enfin ça dépend du couple, hein, bien évidemment, si en face la personne est une pourriture, ça peut passer, mais je trouvais le Ryan tellement gentil, je me suis dit non quand même. Donc voilà, sa vie est réglée au millimètre près, elle a même un soir pour aller voir Ryan, pour le voir, même s'il essaye de lui dire lâche prise un petit peu, tu peux me voir quand tu veux, y a pas de problème. Mais voilà, sa vie est réglée au millimètre près pour réaliser son rêve. Et un jour, une des deux patinoires va être sabotée, parce qu'on a la patinoire de patinage et celle du hockey sur le campus, et une des deux patinoires va être sabotée, elle est absolument persuadée que c'est la faute de l'équipe de hockey, et elle va rentrer dans une rage folle quand Nathan Hawkins, donc le capitaine de l'équipe de hockey, va venir la voir pour dire écoute, il faudrait qu'on essaye de s'arranger pour que ce soit le plus vivable possible. Elle va juste exploser en disant que de toute façon tout est de sa faute et que c'est des connards et machin et machin. Et Nathan, c'est vraiment le Golden Retriever boyfriend, c'est vraiment ça. Il va tout faire en fait pour que ça se passe bien entre eux. Et il va être absolument persuadé que ça peut bien se passer entre eux, il va faire tellement d'efforts. Mais Anastasia va rester quelque peu butée, alors que tous ses potes, mais tous ses potes, lui disent écoute, c'est un mec bien, laisse-lui. Même Ryan va aller la voir pour lui dire mais c'est un mec bien, laisse-toi convaincre, parce qu'elle veut pas de relation sérieuse en fait. L'engagement lui fait peur, elle a pas de place dans son emploi du temps. Et on va se rendre compte qu'en fait, elle va apprendre à découvrir Nathan peu à peu et que bah, quelque chose va naître entre eux de très très beau. J'ai juste adoré cette lecture. Peut-être même problème que dans le tome précédent, Anna, elle aime rester sur ses positions, elle se met rarement à la place des autres. Ça m'énerve. Je dis pas que je suis la personne la plus facile à vivre, mais il y a des fois où je me dis, là, c'est abusé. Là, c'est trop, là, je sens qu'on tire sur le truc de c'est une femme forte et indépendante, elle avait pas besoin d'être bête comme ça. Enfin, il y a des fois où en fait c'est de l'entêtement presque vain, et je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, c'est en fait une romance qui se fait super naturellement. C'est-à-dire que même les personnages à un stade se disent mais en fait on est quoi? Tellement on les suit de manière très naturelle. Et je pense aussi que le fait qu'ils soient dans un campus, ils aient tous entre 18 et 21 ans, j'ai pu m'identifier à eux parce que bah, j'ai 19 ans, donc je suis très proche d'eux par l'âge. J'ai vraiment l'impression que c'est des potes en fait. C'est vraiment l'impression que m'a donné cette romance, c'est des potes à moi. C'est pour ça que j'ai adoré me plonger dedans et que je l'ai fini globalement vite. J'ai mis des post-it. Je mets jamais de post-it, j'en ai mis deux. Bon, c'est des moments qui m'ont fait rire en fait. C'était un peu des moments métatextuels, on va dire, où l'autrice se moquait presque d'elle-même et ça m'a fait beaucoup rire d'avoir autant d'autodérision pour faire ça. Nate, un book boyfriend, hein, clairement, Golden Retriever, mais trop mignon le mec, adorable. La fin du roman, je l'ai vu venir à 6000 km.
pour être très honnête. Mais on s'en doute depuis le début, il y a des indices disséminés partout, et l'épilogue, qui n'est pas la fin mais qui se passe après, je l'ai vu venir à 6000 km. Pas comme ça que je l'avais imaginé, mais en fait il y avait trop d'indices, je peux rien vous dire, mais il y avait trop d'indices. Ça se sentait à 2 millions de kilomètres carrés. Je le sentais, je le savais, ça allait se finir comme ça. Me demandez pas comment j'ai fait, je ne sais pas moi-même, mais il y a eu plein d'indices disséminés dans tout le roman. Et voilà. Et je ne savais pas. Mais à part ça, c'était vraiment une très bonne lecture qui m'a pas enlevé le suspense pour autant parce que, comme je vous l'ai dit, je m'attendais mais pas comme ça. Donc ça va, j'ai eu du suspense quand même. Donc vraiment très très bonne lecture que je vous conseille. Et dès que je peux, je me procure le tome 2. Je lis le tome 2. Le tome 2 c'est Wildfire et ça va être sur le personnage de Russ, qu'on voit très très peu mais qui a l'air super intéressant. Et je suis un peu triste parce qu'en fait, je pense qu'on va plus voir Anastasia et Nate parce que Nate est parti au Canada après ses études. Il nous le dit dès le début du roman, je dois partir au Canada à la fin de mon année, j'ai été embauchée dans telle équipe de hockey, donc quand j'ai mon diplôme, je me casse. Donc voilà, on le verra plus et je pense qu'Anastasia non plus du coup parce que si Nate n'est plus là, je pense pas qu'on la voit de fou. Quoique elle est assez proche de Russ, donc je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, belle pépite que je vous conseille de découvrir. Et le dernier, L'As de cœur de Morgane Moncomble chez Hugo. Alors, dans ce livre-là, on va sur Rose. Rose est une Italienne qui a fait le tour du monde parce qu'elle est accro au jeu. Donc elle se rend dans des tonnes de casinos et elle est persuadée d'être guérie. Donc c'est pour ça elle va encore jouer. Et il faut savoir que Rose, elle est très 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 forte au poker et elle gagne assez souvent dans le roman en tout cas. Et en essayant donc de fuir son passé et ses dettes, elle va tomber sur Lévi. Lévi, il est joueur professionnel de poker russe et il a annoncé dès le début du roman, c'est sa dernière compétition. Et sa dernière compétition aura pour but de faire tomber son ennemi de toujours, Tito. Tito est un autre joueur de poker professionnel qui était déjà là à l'époque de son père, parce que le père de Lévi était joueur de poker professionnel lui aussi. Et on sait que sa maman est en prison, on sait pas pourquoi. On sait qu'elle est accusée, voire coupable de quelque chose. On sait pas quoi, mais on sait que c'est en rapport avec Tito. Tito a détruit la vie de la famille de Lévi et son but c'est de se venger à tout prix. Et le but est de l'humilier, en fait, en gagnant cette énorme compétition de poker. Il aura de l'argent et il pourra humilier Tito. Parfait. Et il va tomber sur Rose. Enfin, Rose va tomber sur lui, soyons plus clairs. Et il va décider de l'embaucher parce qu'il se rend compte que Rose, elle a une capacité incroyable Rose, elle a une capacité incroyable à déceler le comportement des gens parce que sa mère est psychologue comportementaliste, donc elle s'y connaît. C'est pas fiable à 500%, mais elle va essayer d'apprendre à Lévi toutes ses astuces en échange d'un bon salaire. Il faut savoir que Rose, elle a des dettes jusqu'au cou, elle ne peut plus trop jouer parce qu'elle a peur de retomber dans l'addiction, donc elle va accepter et les voilà partis pour Las Vegas. Là-bas, elle va rencontrer Thomas, qui est l'espèce d'assistant slash chauffeur slash plein de trucs de Lévi. Il joue aussi au poker. Elle va rencontrer d'autres figures du poker. En fait, on va découvrir que cette histoire cache bon nombre de mensonges, bon nombre de trahisons, que la vengeance est peut-être commune, que la vengeance vient peut-être des deux côtés, que la vengeance vient que d'un seul côté. Enfin, c'est un livre qui m'a juste retourné le cerveau. Des retournements de situation, il y en a eu 15 en 100 pages. Moi, je ne savais plus où donner de la tête, je ne savais plus ce qui se passait, je ne comprenais plus et je l'ai même pas vu arriver. Tout. C'était logique pourtant, c'était tellement logique, mais je ne l'ai pas vu arriver. Du tout. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous le faites pas, pardon, n'hésitez pas. Le lien est dans la barre d'infos. Et je vous l'ai dit sur Insta, je me suis arrêtée à 200 pages et j'avais peur de le finir. Et ben je suis pas déçue de l'avoir fini. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'adore la plume de Morgane Moncomble. Voilà, elle est magnifique. J'avais lu que Viens on s'aime d'elle il y a très très longtemps. Mais voilà, j'adore sa plume, elle est juste splendide. J'aime beaucoup trop. Je trouve que l'univers est super original, le fait que ça tourne autour du poker, j'ai jamais vu ça. En plus, en début de tome, on a des petites... Voilà, les règles de base, les combinaisons, tout ça, pour nous aider à mieux comprendre ce qu'on va lire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que enfin, je comprenais pas tout. Je trouve que le scénario est très bien ficelé parce qu'en fait, tous les retournements de situation sont logiques. Ils sortent pas de nulle part. On sait pourquoi ils sont là, on sait qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire et c'est super agréable. C'est vraiment super agréable d'avoir ce genre de choses parce que souvent dans le young adult, je vous en avais parlé,
Des fois ça m'énerve parce que t'as l'impression que le truc il sort juste comme ça pour faire chier les personnages sans raison logique. Là, tout est... Lévi est quelqu'un de très intelligent, mais derrière, Morgane est quelqu'un de très intelligent pour nous avoir conçu tout ça. Et ce livre m'a foutu de claque, j'arrêtais pas de me retourner vers ma soeur et de dire putain, il s'est encore passé un truc. Et je me suis fait retourner le cerveau 15 fois et c'était super bien. Et la romance n'était pas... Elle est au centre, c'est une romance. Mais toute la stratégie de Lévi, tout le plan de vengeance, tout ça, c'était incroyablement bien fait. C'était vraiment super. Et je n'ai jamais, jamais, au grand jamais, vu la fin arriver. Mais vraiment. Et c'était génial parce que au-delà d'une romance, on a eu une véritable énigme. Ce bouquin est une énigme. Peut-être que c'est moi qui n'étais pas hyper concentrée, qui du coup comprenait pas trop ce qui se passait, mais je trouve que à part un des aspects, on aurait pu deviner facilement, c'était assez logique. Mais du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est super simple. Et puis j'ai tourné 100 pages, enfin j'ai lu 100 pages, j'ai dit, ah non, c'est pas si simple que ça, du tout. Et je trouve ce roman tellement bien ficelé, d'une intelligence mais incroyable. J'ai adoré, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. C'est addictif. Bon, j'ai arrêté au bout de 200 pages parce que j'avais peur. Ça va, je suis excusée, mais je voulais vraiment le reprendre. C'est juste que la fin me faisait très peur et c'est une amie qui m'a rassurée sur Insta en me disant mais lis-le, tu m'énerves. Voilà. Après, elle m'a envoyé un message, elle me dit ah t'as vu? J'ai dit oui, j'ai eu peur pour rien. Elle m'a dit ah je me fais engueuler. Bon, voilà, j'ai juste adoré. Voilà, c'est la romance était juste trop mimi, intense en émotion. On assiste aussi, là aussi c'est la reconstruction de deux personnages mais d'une façon différente du coup parce qu'il y a cette histoire de poker, cette histoire de rivalité entre Tito et Lévi, ces retournements de situation à n'en plus finir qui tombent sur l'héroïne comme sur nous et sur le héros comme sur nous. Voilà, il y en a partout, ça explose de partout, on se concentre pas réellement sur la romance des fois. Et c'est ça aussi qui fait que c'est plus léger, je pense. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de lire deux prochains livres de Morgane Moncouple. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce point lecture. J'espère qu'il n'a pas été super long, mais j'avais tellement envie de pouvoir lire ces lectures-là parce que c'est mes lectures du mois d'avril et ce mois d'avril a vraiment été un bon mois de lecture. C'est les 4 que j'ai lu au mois d'avril et j'ai beaucoup trop aimé. D'ailleurs, le point lecture du mois de la fantaisie arrive très bientôt parce que j'en suis à 3 livres, sachant que je fais mes points lecture entre 3 et 4 livres. Si j'ai pas de vidéo, je vous ferai un point lecture, mais je pense que d'ici là, j'aurai lu un quatrième, donc il y en a un deuxième qui arrive. En ce moment, je carbure, je lis vraiment à fond parce que ça fait tellement longtemps que... Voilà, j'aime tellement ça. Donc voilà. Et la prochaine vidéo sera d'ailleurs un vlog, je pense. Donc voilà, pour les vidéos à venir. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, une très bonne rentrée pour ceux qui rentrent, de très bonnes lectures, et moi je vous fais plein de bisous. Ciao!